Honorables parlementaires, la souveraineté du peuple ne se réduit pas à une échéance électorale. L'article 5 de la Constitution proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce notamment par des élections, certes, mais la Constitution n'érige pas l'élection en dogme aveugle. Mesdames et messieurs, la Constitution n'est pas un simple bout de papier que je tiens en main, c'est plutôt les pactes sacrés qui lient les gouvernants aux gouvernés. Vouloir la contourner, c'est trahir la nation tout entière. Une élection sans sécurité, sans liberté de circulation, sans égalité d'accès au territoire national, cesse d'être l'expression de la souveraineté pour devenir une fiction politico-juridique. Le président actuel, Félix Tshisekedi, a été élu et réélu en 2023 pour son second et dernier mandat. Son terme s'achève donc en décembre 2028, date à laquelle la CENI a déjà fixé les élections générales et donc le calendrier électoral est déjà posé, l'échéance est donc déjà connue. Ainsi, aucune dérogation pour cause de guerre ne peut être possible. Même si on organisait des élections demain ou en 2028, M. Delis Esanga ne serait même pas élu à Luisa. L'expérience de l'élection précédente le démontre. Donc, il n'y a même pas de précipitation à faire parce qu'on n'a même pas d'ancrage. Dans ce pays, on parle d'opposants, oui, aujourd'hui. Mais quel opposant? Il dit que nous organisons des activités, mais je crois que son parti lui-même, c'est un parti qui n'a pas de secrétaire général. C'est un parti qui ne s'y limite probablement que dans sa maison, donc lui, sa femme et ses enfants. Et donc quelqu'un comme ça, il vient, il vous dit que ce Sanga n'a pas de poids politique. Donc, Monsieur le Président, comprenez tout simplement que ce sont nos compatriotes, nos camarades jeunes, qui sont là en train d'insulter pour chercher la compassion et l'attention du président de la République pour se faire nommer. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ce jour. Cette plénière sera extraordinaire parce que c'est la première qui va consacrer en 2026 un débat contradictoire entre deux acteurs politiques des deux bords politiques différents. Nous recevons aujourd'hui Maître Aubin Kasongo, avocat au cadre du parti Envol, formation chère à Delis Esanga, et porte-parole de l'opposition au Katanga, qui nous fait honneur de participer à cette plénière. Face à lui, nous aurons le président du courant politique Avance, Monsieur le président Ghislain Mangi, avec eux nous allons discuter sur une question préoccupante, mais qui n'a certainement pas encore connu un débat, peut-être de la trempe que nous aurons tout à l'heure. C'est la question de savoir, est-ce que la guerre, l'agression injuste dont nous sommes victimes depuis plusieurs décennies et qui s'externalise aujourd'hui avec des territoires occupés, de millions de morts et de millions de déplacés, peut-elle justifier qu'en 2028, nous n'ayons pas deux élections? Nous avons deux textes qui s'opposent, l'un de l'opposant Aubin Kasongo et l'autre du président du courant politique Avance, qui s'affrontent dans une posture pédagogique et républicaine. Sans plus tarder, nous allons inviter le président Ghislain de nous donner l'économie de son texte dans 10 minutes. Après quoi, Maître Aubin interviendra pour son allocution. Président Ghislain, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Merci
À vous, honorables membres du bureau. L'insécurité persistante à l'est de la République démocratique du Congo, sans oublier celle sémée par les incursions de la milice Mobondo aux portes de Kinshasa, ont conduit la RDC vers l'impasse. La non-tenue des élections 2028 s'avère une réalité implacable à laquelle il nous faut nous apprêter. Chers honorables étudiants, chère jeunesse congolaise, chers compatriotes, l'histoire des nations ne progresse pas toujours au rythme des calendriers électoraux. Elle avance souvent sous la contrainte des réalités, parfois brutales, toujours implacables. La réalité de la République démocratique du Congo aujourd'hui est à ses carrefours. Depuis plus de 3 décennies, notre pays est confronté à une insécurité structurelle à l'Est, aggravée par des agressions armées indirectes, mais que dis-je, directes du Rwanda, de groupes armés supplétifs rwandais et des entreprises de déstabilisation frontalière. À cela s'ajoute désormais une insécurité diffuse à l'ouest, matérialisée par les violences de la milice Mobondo, juste dans le périphérie de Kinshasa, cœur institutionnel de la République démocratique du Congo. Face à cette réalité, la question n'est plus de savoir ce que nous souhaitons, mais ce que le droit constitutionnel congolais nous permet de faire pour préserver l'État, la nation et la cohésion nationale. Honorables parlementaires, la souveraineté du peuple ne se réduit pas à une échéance électorale. L'article 5 de la Constitution proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce notamment par des élections, certes, mais la Constitution n'érige pas l'élection en dogme aveugle, détaché des conditions minimales de sécurité, de liberté et d'égalité. Une élection sans sécurité, sans liberté de circulation, sans égalité d'accès au territoire national, cesse d'être l'expression de la souveraineté pour devenir une fiction politico-juridique. Honorables étudiants, la Constitution reconnaît l'exception quand la survie de la nation est en jeu. La Constitution de la RDC est réaliste. Elle prévoit des situations exceptionnelles. Ces articles 85 et 86 stipulent complémentairement que lorsque les circonstances graves menacent l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, le président de la République peut proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège. Ces régimes traduisent une reconnaissance constitutionnelle claire, telle que la normalité institutionnelle peut être suspendue pour sauver la nation. De plus, l'article 61 précise que certains droits peuvent être limités en période exceptionnelle, tout en protégeant les droits fondamentaux non dérogeables. Cela signifie que la Constitution elle-même admet que fonctionnellement, le fonctionnement normal plutôt des institutions peut être temporairement réaménagé. Honorables étudiants, l'organisation des élections suppose des conditions matérielles et sécuritaires réelles. L'article 211 confie à la CENI la mission d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, bien sûr. Mais posons-nous ces questions avec honnêteté intellectuelle. Peut-on organiser des élections crédibles sur un territoire partiellement occupé? Peut-on demander à des citoyens, concitoyens, déplacés internes, réfugiés ou pris en otage par des groupes armés d'exercer librement leur droit de vote? Le droit constitutionnel n'ignore jamais la réalité matérielle. Honorables étudiants, l'idée
d'une conférence nationale souveraine pour la paix, l'unité et la cohésion nationale s'annonce et s'impose comme un outil constitutionnellement légitime. La Constitution, en son article 208, reconnaît au peuple congolais le droit de réviser, d'adapter et de faire évoluer son pacte constitutionnel selon les exigences du moment. C'est dans cet esprit que s'impose l'idée d'une conférence nationale souveraine pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. Elle serait le véritable dialogue national, inclusif, objectif, centré sur la survie de l'État et organisé sous l'égide des institutions de la République, telles que l'a récemment annoncé le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette conférence n'aurait pas pour vocation de confisquer la souveraineté populaire, mais d'en faire l'essence et d'en préserver. En examinant lucidement l'éventualité d'une impossibilité objective de tenir les élections en 2028 et les mécanismes juridiques transitoires qu'imposerait une telle situation. L'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo nous enseigne une vérité essentielle. Lorsque l'État vacille, la nation convoque toujours sa conscience collective. Nous ne sommes pas face à une situation inédite, nous sommes face à une situation extrêmement grave, comparable aux grands tournants qui ont redéfini notre trajectoire nationale. La conférence nationale souveraine de 1991 et 1992 s'avère une jurisprudence politique et constitutionnelle congolaise. Elle a eu à démontrer une chose fondamentale. Lorsque le mécanisme ordinaire sont inopérants, la souveraineté du peuple s'exprime par des mécanismes exceptionnels. Cette jurisprudence politique congolaise demeure une référence nationale, non comme nostalgie, mais comme outil de gouvernance en temps de péril. C'est ici pour nous l'occasion de lancer un appel patriotique au président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Excellence, vous avez récemment évoqué la nécessité d'un dialogue national inclusif. L'heure commande que ces dialogues soient élevés à la hauteur des enjeux historiques actuels. Nous vous appelons, dans le strict respect de la Constitution, à instituer, par ordonnance présidentielle, un dialogue national inclusif placé sous le format d'une conférence nationale pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. Une telle ordonnance trouverait son fondement dans vos prérogatives constitutionnelles déterminées dans les articles 69, 85 et 86 de la Constitution. Et dans votre rôle de garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Chers honorables étudiants, veuillez chuter. L'histoire retiendra votre nous vous posture. accordons 3 minutes pour chuter, Soit s'il vous plaît. vous aurez été la génération qui a fermé les yeux, soit celle qui a préservé la République par une intelligence collective. Soutenir l'idée d'une conférence nationale souveraine, ce n'est pas soutenir un homme, ce n'est pas soutenir un régime, c'est soutenir l'État congolais face au risque d'effondrement. Nous appelons les forces politiques, la société civile, les confessions religieuses, les intellectuels, la jeunesse, et pris de patriotisme à soutenir l'idée de la conférence nationale souveraine pour la paix, la cohésion nationale et l'unité, et à y prendre part au moment venu. Refuser un tel acte, c'est risquer, consciemment ou non, de cautionner l'agenda des puissances prédatrices, de leurs alliés régionaux et de leurs relais internes, dont l'objectif demeure la désintégration progressive de l'État congolais. La conférence nationale souveraine pour la paix, l'unité et la cohésion nationale ne sera pas un recul démocratique.
Elle sera un acte de maturité républicaine. Le Congo a déjà su, plusieurs fois dans son histoire, convoquer sa conscience collective pour éviter l'effondrement. Il doit le refaire, non par nostalgie, mais par responsabilité historique. Quand l'État est menacé, le peuple devient l'institution souveraine. Quand la nation parle d'une voix, aucune prédation ne triomphe. Honorables étudiants, le monde nous enseigne que la lucidité sauve les nations. Des exemples récents existent. Des États en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique ont reporté des élections pour cause des guerres, des terrorismes ou d'effondrements sécuritaires. D'autres ont instauré des cadres transitoires constitutionnels pour éviter les chaos institutionnels. Ces pays ont compris une chose essentielle. Il vaut mieux adapter le droit à la réalité que sacrifier la nation sur l'autel du formalisme. Honorables étudiants, vous êtes la conscience critique de la nation. Pas sa caisse de résonance émotionnelle. Votre rôle n'est pas de suivre des slogans, mais d'interroger les fondements juridiques, historiques et institutionnels des décisions nationales. Soutenir une réflexion sur des réformes juridiques exceptionnelles, ce n'est pas trahir la démocratie. C'est plutôt la protéger de l'effondrement. C'est transcender les clivages et neutraliser les entreprises de déstabilisation. Ces moments exigent de chaque compatriote la réduction de ses ambitions personnelles au profit de l'intérêt supérieur de la nation, le rejet de toute instrumentalisation de l'insécurité et la neutralisation institutionnelle et légale de groupes armés, de leurs soutiens internes et de leurs relais extérieurs, dont le strict respect du droit national et international. La RDC ne peut pas rester prisonnière de l'instabilité entretenue pour empêcher son émergence. Honorables étudiants, la non-tenue des élections en 2028 n'est pas une fatalité souhaitée. Elle est une hypothèse grave que la responsabilité nationale nous impose d'examiner aujourd'hui sans tabou, sans passion et sans manipulation. La Conférence nationale souveraine pour la paix, l'unité et la cohésion nationale serait l'espace légitime où la République, dans sa maturité, regarderait la vérité en face pour mieux préparer l'avenir. Car une nation qui anticipe survit et une nation qui nie la réalité s'effondre. Le courant politique avance que je dirige se déclare pleinement disponible pour sensibiliser, convaincre et mobiliser le peuple congolais dans toute sa diversité sur l'absolue nécessité et l'urgence historique de cette conférence nationale pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. Avance choisit la République contre le désordre, l'État contre la prédation et la nation contre le fondement. Je vous remercie pour votre attention patriotique. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ghislain. Veuillez prendre place. Maître Aubin Kassongo pour son allocution. Consécutivement aux minutes à ajouter à votre co-débatteur, vous aurez aussi 15 minutes. Si vous nous en faites économie, ce sera une très bonne chose pour la suite du débat. Je vous remercie, honorable président, de la parole que vous daignez m'accorder. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, mes très chers compatriotes. Avant de commencer, permettez-moi de rappeler cette réflexion profonde de Jean-Éric Jiquel. Une constitution est vivante, elle reproduit les cycles biologiques, elle naît, se développe, mais ne meurt jamais. Aujourd'hui, en RDC, notre constitution de 2006 est menacée. Certains voudraient la faire mourir prématurément, non par débat démocratique, transparent, mais par un acte de haute trahison qui consisterait à ignorer sa lettre et son esprit. La question qui nous réunit aujourd'hui est d'une gravité extrême. L'agression à l'est de notre pays,
peut-elle justifier légalement et politiquement un report des élections en 2028? Ma réponse est catégorique et formelle, un non. Ceux qui défendent cette thèse ne vous proposent pas une solution, mais un piège. Un piège pour notre démocratie naissante et pour notre avenir à nous tous. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, mes très chers compatriotes, je vais vous les démontrer en deux temps. D'abord par la rigueur de la loi, puis par la raison politique. À propos de la rigueur de la loi, que dit exactement la Constitution à ces propos? Mesdames et messieurs, la Constitution n'est pas un simple bout de papier que je tiens en main, c'est plutôt le pacte sacré qui lie les gouvernants aux gouvernés. Vouloir la contourner, c'est trahir la nation tout entière. La Constitution est claire et sans ambiguïté sur cette question. L'article 70 de la Constitution dispose: le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le président actuel, Félix Tshisekedi, a été élu et réélu en 2023 pour son second et dernier mandat. Son terme s'achève donc en décembre 2028, date à laquelle la CENI a déjà fixé les élections générales et donc le calendrier électoral est déjà posé, l'échéance est donc déjà connue. Ainsi, aucune dérogation pour cause de guerre ne peut être possible parce que notre loi fondamentale, qui est la Constitution que je tiens en main, contrairement à d'autres d'ailleurs, ne prévoit aucune disposition permettant de suspendre le calendrier électoral en raison des conflits. Pire encore, l'état de guerre tel que prévu par la Constitution de notre pays n'a même pas été proclamé conformément à cette Constitution par le président de la République. Et donc, on ne peut pas invoquer un état d'exception qui n'existe pas légalement pour violer la règle suprême qui est notre Constitution. En outre, la violation intentionnelle est un crime imprescriptible et impardonnable. Et ici, je vais être solennel. L'article 165 de notre Constitution est sans équivoque. La violation intentionnelle de la Constitution par le président de la République ou le Premier ministre constitue une haute trahison. Organiser sciemment les reports des élections en violation de l'article 70, 73 et 200 de notre Constitution, c'est orchestrer et commettre la haute trahison. Et toute personne qui l'encouragerait, qui encouragerait au président de la République de faire de cette façon, ou d'avoir un glissement, et en devient son complice. Et toute personne ou tous ceux qui demandent au président de la République de préparer un glissement pour cause de guerre sont des complices et ils doivent être poursuivis. Puisque mon co-débatteur soutient cette thèse, il est également complice, il doit être poursuivi. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, mes très chers compatriotes, que donc ne faisons pas comme si cela n'a jamais existé dans notre pays. Déjà en 2015-2016, sous Joseph Kabila, des reports électoraux avaient déjà été utilisés pour tenter de se maintenir au pouvoir. Il s'en est suivi des manifestations avec une répression atroce et préparée. Les mêmes méthodes conduisent donc à des mêmes tragédies. Passons donc à présent du droit à la réalité politique. Honorable président, à propos de l'argument politique, politiquement, justifier un report des élections par la guerre est un leurre et une faillite. Le président actuel a été élu, comme je l'ai dit, et réélu en 2023 sur la promesse de pacifier l'Est de notre pays. Non seulement il a échoué, les villes de Goma et de Bukavu sont tombées sous son mandat en 2025.
La situation sécuritaire, humanitaire et même économique s'est globalement dégradée. La guerre est donc la preuve la plus criante de son incapacité à remplir sa mission première. Honorable Président, prétendre rester au pouvoir pour résoudre un problème qu'on n'a pas pu résoudre pendant 10 ans est illogique. Si l'on accepte ces principes, demain, le président de la République vous dira probablement que je dois rester au pouvoir parce que le pays n'a pas d'école. Je vais rester au pouvoir parce que le pays n'a pas d'hôpitaux. Je vais rester au pouvoir parce que la vie du peuple congolais n'est pas devenue réluisante. Et donc, dans cette constitution que je tiens à main, il n'est pas dit qu'un président de la République doit finir tous les problèmes des Congolais avant de dégager. Autant la guerre est un problème pour le Congo, autant les manques d'infrastructures, la vie du peuple congolais qui n'a jamais été reluisante, font partie aussi des problèmes des Congolais. Et donc, on ne peut pas considérer la guerre comme le plus grand problème afin d'avoir un report électoral pour se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, honorable président, le précédent de 2023 invalide toute excuse à ses propos. Lors de sa propre réélection de 2023, la guerre faisait déjà rage dans l'est de notre pays. Des territoires entiers comme Bunagana n'avaient pas pu voter. Mais cela n'a pas empêché à M. Tshisekedi d'organiser le scrutin, de les remporter à l'avant comme je te pousse. Pourquoi ce qui était possible en 2023 deviendra alors impossible pour Tshisekedi en 2028? C'est donc illogique. Et donc l'argument tombe de lui-même. Dès lors, le report des élections peut avoir des conséquences désastreuses et même fratricides, comme ça a été le cas dans le passé. Le sang a déjà coulé. Nous avons tous en mémoire des années 2016 à 2018, quand Kabila a tenté de glisser, le peuple s'est levé et on en sait la suite. Je rappelle à l'auditoire d'ailleurs qu'à cette époque, le président actuel et son parti l'UDPS étaient alors dans l'opposition et combattions ces glissements avec nous. Doit-on comprendre qu'aujourd'hui, arrivé au pouvoir, le président Tshisekedi est prêt à faire couler le sang des Congolais pour les mêmes ambitions que nous condamnions hier avec lui? Ce serait un reniement historique tragédique. Monsieur le Président, je voudrais à présent répondre aux manœuvres fallacieuses et même au prétexte de ceux qui demandent le report des élections. Je sais qu'on vous servira de contre-arguments trompeurs. Je vais donc les balayer du revers de la main. L'on vous dira, je sais probablement, que l'article 70 de la Constitution vous dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. C'est tromper et tricher carrément, parce que cette disposition ne vise qu'à assurer la continuité de l'État pendant la brève période de transition entre l'élection du nouveau président et la passation des pouvoirs. Et donc, elle ne peut pas servir à justifier un mandat à durée indéterminée en l'absence d'élection. On vous dira aussi, je sais, peut-être mon co-débatteur aussi vous le dira, on vous dira, je sais, qu'on manque de moyens à cause de l'argent. Mais c'est une perversion totale. Puisque, Monsieur le Président, pendant que nos soldats manquent de moyens, le président de la République multiplie les voyages. Le président de la République, disais-je, multiplie des voyages à l'étranger à coût de millions de dollars. Rien qu'en ces débuts d'année 2026, je suis même déjà personnellement fatigué à les compter. Le président de la République a pratiquement fait le tour du monde. Plus de 5 voyages à l'extérieur de notre pays, un seul au Kasaï pour inaugurer l'université de Kananga. Monsieur le Président, en rationalisant donc ces dépenses de prestige liées au voyage, on trouverait alors les fonds pour la CENI. La vérité, c'est que la CENI n'a pas de moyens parce que le gouvernement, présidé en conseil des ministres par le président Tshisekedi, ne les lui donne pas. C'est donc une vérité implacable.
Mais qui est finalement les responsables de cette histoire? La CENI doit convoquer les élections 90 jours avant la fin du scrutin ou du mandat du président de la République, comme l'exige l'article 73 de cette Constitution. Mais les préparatifs doivent commencer aujourd'hui. Or, le silence et l'inaction du président Tshisekedi et son gouvernement ne sont pas un accident. Ils font partie d'une stratégie délibérée, laisser les problèmes persister, les problèmes s'accumuler, pour ensuite invoquer l'impossibilité technique et forcer un dialogue pour ne serait-ce qu'une négociation pour un glissement. Hélas, perversion encore. Monsieur le Président, puisque je dois conclure. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, mes très chers compatriotes. La vraie question n'est pas peut-on reporter les élections, parce que la réponse de la Constitution est déjà non. La vraie question, comme le souligne à juste titre les chercheurs Trésor Kibangula, est: veut-on vraiment organiser les élections qui permettent réellement aujourd'hui aux Congolais de choisir leurs dirigeants? Aujourd'hui, l'espace politique s'est rétréci. Les partis politiques sont suspendus, d'autres en voie de suppression, des opposants sont en exil, d'autres sont en prison. Organiser des élections vidées de leur sens, sans un débat, sans une liberté, ne sert à rien. Mais attention, reporter ces élections pour permettre à un homme de se maintenir au pouvoir est encore pire. Et c'est là contre la volonté de tout un peuple. D'ailleurs, c'est trahir ceux qui se sont battus pour la démocratie avant 2018, dont notamment Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, j'en passe. Honorables étudiants, mes très chers compatriotes, vous qui êtes étudiants, vous devez savoir que vous êtes les héritiers de la lutte pour la souveraineté et la dignité de tout le peuple congolais entier. Vous devez donc être les premiers gardiens de cette constitution et je vous en conjure. Ensemble, nous devons exiger ce qui suit au pouvoir en place. Primo, il faut exiger le strict respect du calendrier du 20 décembre 2028. Secondo, le choix d'une équipe crédible à la tête de la CENI. Tertio, la mise à disposition immédiate de tous les moyens nécessaires à la CENI pour un processus électoral. Et enfin, la fin de toute manœuvre visant à instrumentaliser la guerre pour des ambitions personnelles. Ne laissons donc pas, chers amis, chers honorables étudiants, laissant de l'Est de notre pays servir de prétexte à étouffer l'espoir de toute la nation, synonyme d'un chaos bien prémédité par les pouvoirs en place. La guerre à l'Est de notre pays est une tragédie qui exige un leadership responsable, pas un alibi pour une forfaiture. En 2016, nous avons dit à Kabila, glissement, jamais. En 2028, nous devons être prêts à crier plus fort que jamais. Constitution, toujours, pas une seule minute pour M. Tshisekedi. Le peuple congolais mérite la paix et la démocratie. Il n'aura l'un sans l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Ben Kassongo. À présent, nous allons prendre quelques questions de parlementaires en rapport avec vos interventions. Ça vous permettra notamment, en répondant respectivement, de revenir sur les aspects de l'un ou l'autre que vous voudriez bien rencontrer. Nous allons accorder la parole à l'honorable Exaucé Katumba, qui adressera sa question à Maître Aubin. Et ensuite, l'honorable Fredine Joly se préparera pour adresser sa question au président Ghislain. Honorable Président, honorable membre de la composition, en Ukraine, depuis 2022, aucune élection n'a été organisée à cause de la guerre. Le peuple s'est uni autour du président pour faire face à la menace existentielle qui pèse sur la nation. Alors je pose la question, chers collègues,
Pourquoi une telle hypothèse serait-elle rejetée dans les contextes congolais où l'agression dure depuis plus de 30 ans, où des territoires sont occupés, où des millions de vies ont été brisées dans l'indifférence de la communauté internationale? Si la guerre justifie une union nationale et un report d'élections ailleurs, pourquoi ce qui est compris comme patriotisme en Ukraine serait qualifié des dérives en République démocratique du Congo? La paix précède la démocratie. On ne construit pas un avenir stable dans un pays en flammes. J'ai ainsi dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Exaucé. Honorable Freddy pour sa question. Au président Gustin. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, distingué public ici présent, je vous exprime ma plus haute gratitude pour cette investiture discursive au sein de cet espace d'oralité républicaine. Ma question est celle de savoir. Il est très important, premièrement, d'abord de porter des clarifications sémantiques et conceptuelles. Les régimes d'exception sont organisés en droit positif congolais, c'est-à-dire l'état de siège et l'état d'urgence, et lesquels régimes peuvent entraîner la restriction ou la dérogation des droits et libertés fondamentaux, l'interdiction de la révision constitutionnelle pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, et non la tenue des élections. En effet, l'affirmé est un raccordement frauduleux. Monsieur Ghislain, pourriez-vous nous donner un fondement légal qui empêcherait la tenue des élections en cas de guerre? Subsidiairement, en droit congolais, il n'existe que deux sortes de régimes d'exception, état de siège et l'état d'urgence. Est-ce que l'état de guerre est organisé en droit positif congolais? Telle est la quintessence de la question. Merci beaucoup, honorable Freddy. Alors, nous allons commencer avec le président Ghislain du courant politique Avance, qui reviendra notamment sur les aspects du co-débatteur, s'il a lieu, et répondre à la question de l'honorable Freddy. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci beaucoup, honorable président. Merci à l'honorable Freddy pour la question, qui semble être logique et qui donne lieu à l'intellection. Parce que nous sommes face à une assemblée estudiantine. Comme je l'ai dit dans mon discours introductif, je ne viens pas faire une opération de charme face à une assemblée pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, et je me dis que parmi nous, ce sont les leaders de demain, les décideurs de ce pays qui sont en pleine formation et qui constituent cette auguste assemblée. Et qu'à leur tour, comme nous aujourd'hui, ils devraient prendre des décisions, faire des orientations par rapport aux décisions, par rapport au calendrier vital de notre pays. Quant à la question posée par l'honorable Freddy, des réponses existent déjà, parce que même si la Constitution en prévoit, la jurisprudence balaye suffisamment vos préoccupations. La disposition constitutionnelle qui donne lieu à la non-tenue des élections, c'est l'article 85-86, qui est clair, qui évoque des circonstances qui menacent l'intégrité du territoire, la souveraineté nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, selon les étudiants congolais, l'occupation de Goma par l'armée rwandaise, avec devant elle ses supplétifs
M23 FC, l'occupation de Bukavu et récemment Uvira ne représente pas de menaces existentielles pour notre État, alors même que soutenues par des revendications prétentieuses et dangereuses de Paul Kagame sur des territoires qui seraient mal délimités par l'autorité coloniale, ou carrément par les décisions berlinoises. C'est pour vous dire clairement que sur le plan du droit, sur le plan constitutionnel, les articles 85 et 86 répondent suffisamment à votre préoccupation et qu'il faudrait bien les lire et comprendre l'esprit du constituant quant à ce. Parce que la Constitution n'a pas oublié qu'il peut y arriver dans notre pays des circonstances comme celles que nous vivons aujourd'hui. Et donc, en ce qui concerne l'autorité du président de la République, le peuple congolais aujourd'hui qui est amputé d'une légitimité importante de plus de 10 millions de Congolais qui sont dans les zones aujourd'hui sous occupation, qui ne peuvent plus exprimer leur suffrage, leur souveraineté populaire est incarnée aujourd'hui par les institutions légitimes de notre pays, commençant par le chef de l'État, le Parlement et notre gouvernement. Et donc, pour notre part, le devoir, c'est de défendre la patrie. Je ne veux pas me limiter à des comparaisons au cas ukrainien, mais je voudrais aussi vous dire qu'il y a des pays du Sahel, des pays frères d'Afrique, comme le Burkina Faso, le Mali, là où ce sont des concitoyens, hein, des nationaux qui ont décidé de s'imposer, des militaires en junte. Moi, je les respecte parce que ils ont aujourd'hui défini leur démarche, mais qui ont décidé de faire des coups d'État, qui ont balayé, de par leurs décisions, la Constitution et les lois, l'urgence électorale et toutes les prétentions des acteurs politiques, parce qu'ils estiment que leur nation avait plus besoin d'actions courageuses et patriotiques. Aujourd'hui, le Congo est à l'abri de tels théâtres, notamment de putsch, parce que nous avons notre culture et nous avons déjà suffisamment fondé notre démocratie. Et avec les autorités que nous avons, nous ne sommes ni en dehors des mandats, ni dans l'illégitimité, ni dans l'incertitude. Mais cependant, cette auguste assemblée aujourd'hui, à travers notre participation, est invitée à cogiter sur ce que va connaître le pays en 2028. On est en 2026. Nous sommes aujourd'hui une assemblée la plus lucide qui existerait dans ce pays il en existe des officines qui ont déjà abordé la question. Mais nous avons aujourd'hui, je félicite le Parlement d'étudiants, la primaire d'aborder publiquement ces débats et de façon classique et responsable sur ce que devrait vivre notre pays en 2028. Il n'y aura pas élection. Je ne voudrais pas ici charmer les étudiants ou envoyer un message d'hypocrisie au peuple congolais. L'élection ne s'organise pas, ou carrément les élections ne s'organisent pas parce qu'on dit qu'il y a une CENI, parce que la CENI a publié un calendrier. J'ai l'expérience électorale en tant qu'acteur politique. Je connais ce que sont les opérations que la CENI doit conduire, l'enrôlement des électeurs. Ce sont de coûts en termes de millions. Ce sont de besoins en termes de matériel, de logistique, d'efforts. C'est des moyens de transport. Et en même temps, la constitution du fichier électoral, la consolidation de ces fichiers, sa publication, l'audit du fichier, autant d'étapes qui précèdent des élections qui aujourd'hui demandent des moyens, du temps et surtout aussi de la logistique. Mais tout cela doit reposer sur quoi? Sur un territoire national, pleinement sous l'autorité de l'État. Je salue ici donc la lucidité du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui a dit en toute notoriété: l'urgence aujourd'hui pour le Congo, c'est de retrouver l'intégrité de son territoire national. C'est de s'assurer que sa souveraineté nationale n'est pas atteinte par l'agression rwandaise, comme elle est le cas aujourd'hui, avec des traîtres comme des Nanga, des Bissimois, ces rebelles AF-23 qui occupent le Kivu et qui sont déjà devenus des entités terroristes qui n'ont pas eu honte de revendiquer une attaque terroriste avec des drones à l'aéroport de Kisangani, qui ciblent de compatriotes, qui les tuent, qui violent des femmes. Je reçois des échos de la jeunesse dans le Kivu, notamment dans la ville de Goma et Bukavu, là où nous avons des fédéraux, que
dans tous les quartiers, dans toutes les localités, les Rwandais sont en train de substituer des Congolais à des Rwandais. Et tout récemment, le gouverneur de la ville du côté Goma a imposé à chaque famille des délégués de jeunes pour prendre part à des formations militaires. Donc, des enrôlements forcés sont en cours. Parce qu'il y a de ceux qui ont décidé de servir des intérêts étrangers. Pour ceux qui en savent plus, parce que en même temps, j'ai entendu mon compatriote d'envol, que je salue, qui a présenté ses moyens, qui sont formalistes. Oui, c'est bien beau, mais vous êtes face à un politique rompu. Même si on organisait des élections demain ou en 2028, Monsieur Delis Esanga ne serait même pas élu à Luisa. L'expérience de l'élection précédente le démontre. Donc, il n'y a même pas de précipitation à faire parce qu'on n'a même pas d'ancrage. Dans ce pays, on parle d'opposants, oui, aujourd'hui. Mais quel opposant? Moi, je pense qu'il faudrait désigner les gens tels qu'ils sont. Nous avons des délinquants contre la loi qui sont en fuite. Nous avons des fugitifs. Nous avons des renégats, des gens qui ont renié l'État. Le cas du président Honoré Joseph Kabila, qui lui-même a dit combattre le M23, qui lui-même a dit défendre le Congo contre l'agression et qui aujourd'hui est en connivence avec celle-ci. Et donc, pour moi, in globo, j'aimerais dire que la tenue des élections en 2028 est un souhait pour nous qui sommes démocrates. Mais elle n'est pas, la non-tenue n'est pas notre projet. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de réfléchir sur l'inévitable, sur l'inéluctable. Ce rendez-vous auquel aucun Congolais, même si le président Tshisekedi avait autant de volonté, il ne pourra pas le faire. Et même si on faisait ces élections, c'est Delis Esanga, c'est Fayoulou, c'est tous ces opposants qui se revendiquent, qui se bombent le torse, qui vont dire que c'est une parodie d'élection. On n'a pas voté à Yumbi, on n'a pas voté à Bunagana. Mais aujourd'hui, lorsque Kivu est presque pris en grande partie, vous penserez alors recueillir le suffrage universel du peuple congolais. Je voudrais chuter, honorable président, pour insister sur les discours que j'ai tenus ici, qui est un discours de prise de conscience nationale, qui est un discours qui appelle à des responsabilités. Oui, on a évoqué la jeunesse toujours mise en avant pour dire non à Kabila. On a dit mais ceci pour revendiquer la jeunesse, mais la jeunesse ne peut pas être utilisée pour mobiliser des contestations et défendre la crise des professions d'emploi de certains acteurs politiques. La jeunesse doit être utilisée pour des prises de conscience comme nous le faisons pour que nous puissions réfléchir comme la jeunesse ukrainienne qui aujourd'hui est déterminée à ne pas se laisser faire face à l'agression russe. Merci. La jeunesse, comme dans l'Israël, qui est aujourd'hui derrière ces lieutenants qui sont en train de se battre selon leur logique. Et aujourd'hui, la jeunesse congolaise est invitée à s'assumer, à se préparer à l'impossibilité de ces élections. Et donc, nous avons promu la conférence nationale souveraine pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. Ça nous permettra d'éviter. Quand on parle de cette conférence, elle va précéder le chaos, mais en même temps, elle va aussi nous éviter de vivre ce qui va nous arriver comme étant un chaos, mais plutôt comme un rendez-vous qui nous est arrivé par l'histoire de notre pays et pour lequel nous aurons déjà des moyens de transitoire. Merci. Merci beaucoup. Président Ghislain, nous allons prendre Maître Aubin pour répondre à la question de l'honorable Exaucé et par l'occasion rencontrer, s'il y a lieu, les arguments soulevés par le président Ghislain. Entre-temps, l'honorable Lys se prépare, l'honorable Aridja également, et nous allons clôturer. Je vous remercie, Monsieur le Président, une fois de plus, pour la parole que vous veniez encore m'accorder. Je voudrais d'abord commencer par répondre à la question de l'honorable Exaucé, qui est un jeune très ambitieux et intelligent, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qui a posé une question intelligente et intelligible. Monsieur le Président, honorable Exaucé veut faire la comparaison entre notre pays et l'Ukraine. Tout de suite, je me pose une question fondamentale. Est-ce que la comparaison est-elle raison? Je voudrais ici simplement dire autre lieu, autre mœurs, autre loi. Et donc, d'abord, il s'agit de deux guerres, de deux natures différentes. Et même pour revenir dans votre logique, parce que vous estimez que l'exemple de l'Ukraine est un exemple parfait, mais je voudrais vous rappeler que pendant que l'Ukraine est agressée par la Russie,
Le président ukrainien, vous ne l'avez pas vu aller dans des stades en train de soutenir les joueurs. Vous ne les voyez pas dans des fêtes en train de sabrer du champagne. Vous ne les voyez pas en train d'insulter les opposants. Pendant que notre pays était agressé par les Rwandais, le président Tshisekedi était à Lubumbashi. Il nous a traités les opposants et Anzala. Ça ne pouvait pas venir d'un président de la République. Il a traité certains de Nyangalakata. Ça, vous ne les trouvez pas ailleurs. Quand il y a la guerre, la cohésion est d'abord cristallisée par le président de la République lui-même. Dans cette constitution que je tiens à main, il est dit que le président de la République est le symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Est-ce que lorsqu'il insulte une frange des Congolais, peut-on les considérer comme l'unité, comme le garant de l'unité et de la cohésion nationale? Non. Et donc ailleurs, pendant qu'il y a de la guerre, c'est le président de la République lui-même qui s'investit pour qu'il y ait la cohésion, la stabilité et l'unité politique. Pendant qu'on y est, lorsque notre pays était agressé, nous, au sein de l'opposition, nous avions donné de la voix. Nous avions même estimé qu'il fallait négocier avec les Nanga pendant qu'ils étaient encore à Bunagana. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de nous? On nous a traités de haineux. Aujourd'hui, nous nous posons la question, qu'est-ce que Tshisekedi fait avec Nanga à Doha? N'est-ce pas une négociation? Si l'on nous avait compris et discuté directement avec eux pendant qu'ils étaient à Bunagana, toute cette histoire devrait nous être évitée à ces jours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand on prend Goma et Bukavu qu'on comprend que Goma est plus important que Bunagana? C'est illogique. Parce que nous disons qu'on ne peut pas accepter la perte même d'un seul mètre carré de notre pays. Et comme disait Lumumba, le problème des Congolais doit trouver solution au Congo et par les Congolais. Je pense donc avoir répondu à votre question. Je voudrais à présent rencontrer dans une certaine mesure mon co-débatteur qui lui estime, parce que tout à l'heure, je voudrais rappeler que mon co-débatteur n'a pas pu répondre à la question de l'honorable dont j'ai oublié le nom, qui aime beaucoup la grandiloquence. Mon co-débatteur dit que si la question n'est pas prévue par la Constitution ou la loi, il fait référence à la jurisprudence. Mais finalement, qu'est-ce que l'on peut considérer comme une jurisprudence? Et là, tout de suite, c'est à quoi ça me fait penser? C'est l'histoire de Kabila pendant que nous le combattions hier. Il disait non, il faut les dialogues. Il faut que nous puissions d'abord finir les questions qui nous lient pour aller. En fait, l'objectif était clair. C'était de chercher comment se maintenir au pouvoir. Et c'est ça qui est fait justement aujourd'hui par ces régimes. Parce que là, on est en train intentionnellement de préparer déjà la violation de la Constitution parce qu'on dit qu'on ne va pas tenir les élections en 2028. Et je viens de vous le démontrer qu'au regard de la Constitution, c'est une infraction imprescriptible et impardonnable. Et donc même après la fin de leur régime, ils doivent être poursuivis parce qu'ils veulent violer la Constitution intentionnellement. Et tous ceux qui soutiennent ces projets que je qualifie de macabres doivent être poursuivis. Et je ne pense pas que parmi les honorables étudiants, il y a aussi quelques-uns qui en font partie. Je ne pense pas. Et donc, mon co-débatteur n'a pas pu donner la réponse. Il vous dit même que non, si vous voulez, il faut scruter à la loupe et aux scalpels les articles 85, 86 de la Constitution. Et tout de suite, ces deux dispositions ne prévoient que l'état de guerre et l'état d'urgence. Je rappelle donc que pendant que nous tenions les élections de 2023, qui se sont par ailleurs tenues en violation de la loi, parce que alors que la loi dit dans un jour, ces élections se sont tenues pendant plus de 7 jours. Et ces deux dispositions, ces deux exceptions qui sont faites par la Constitution, ne prévoient nullement la tenue ou le report de la tenue des élections. Pendant que nous tenions ces élections en 2023, notre pays était déjà sous état de siège, notamment dans la province Sud-Kivu et Nord-Kivu. Est-ce qu'à cette époque-là, on avait pris cela comme un prétexte fallacieux pour avoir les reports de ces élections? La réponse est non. Et donc, vous comprenez tout simplement qu'au regard de cette Constitution, il n'y a aucune exception qui est faite pour ne pas tenir les élections dans les délais. Et donc, je voudrais simplement revenir à ce que je disais en vous disant que les élections doivent se préparer maintenant. On ne vous parlera pas des moyens parce que les moyens, nous en avons. Le président de la République les dépense à coups de millions lorsqu'il voyage. Et mon co-débatteur a également donné l'exemple de
du Burkina Faso, les Mali, les Niger. Est-ce que peut-on comparer ces régimes issus des renversements à notre pays? Autrement dit, mon co-débatteur encourage Nanga à faire un coup d'État à Tshisekedi, c'est ça qu'il encourage. Parce que quand tu donnes l'exemple du Mali, de Burkina Faso, alors que ce sont les élections qui sont, et ce sont des régimes qui sont issus d'un putsch, c'est que naturellement, soit on veut ce qu'on cherche, soit on ne sait pas ce qu'on cherche. J'en suis venu même à me demander est-ce qu'on sait ce qu'on veut. Peut-être c'est lui qui a dit que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve, bien qu'on peut trouver ce qu'on cherchait, mais pas du tout. Peut-être qu'il avait raison. Je cite, honorable président, parce que mon co-débatteur avec une arrogance inouïe vous dit que même si les élections se tiennent demain, est-ce que c'est Sanga sera même élu à Luisa parce que les élections passées en ont une preuve éloquente. Mais c'est carrément tromper, c'est subvertir, c'est avilir et c'est même tricher. Parce qu'on sait tous que l'objectif, c'était d'écarter ces Singapour qui ne donnent pas de la voix. Quand, pendant la campagne électorale, le président Tshisekedi est arrivé à Kananga, il a dit que l'un de nous a trahis, il a rejoint l'ennemi. Qui était l'un d'entre eux? C'était Delis Sanga, parce que faisant partie de l'espace Kasaï. Qui était cet ennemi? C'était Moïse Katumbi, simplement parce que Delis Sanga avait accepté de soutenir la candidature de Moïse Katumbi, qui était à cette époque vu comme le gagnant de ces élections-là. Et donc, nous estimons tout simplement, Monsieur le Président, que c'est simplement un prétexte fallacieux si l'on doit estimer que les élections ne doivent pas se tenir à cause de la guerre, puisqu'au regard de la Constitution, cela n'est pas justifié. Voilà donc, Monsieur le Président, mes éléments de réponse et je reste toujours disposé à répondre aux questions de tout acabit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Honorable Lys Pingiabo, pour son allocution. Sa question sera adressée à Maître Aubin. L'honorable Aridja adressera sa question au président Ghislain. Honorable Président, honorable membre du Présidium, les élections, oui, nous en voulons. Mais à quoi servent-elles réellement en République démocratique du Congo lorsqu'elles ne produisent ni amélioration de conditions de vie, ni alternance responsable, et semblent surtout servir à consolider une oligarchie et à enrichir une classe politique déconnectée du peuple? Chers collègues, à défaut de résultats concrets, le processus électoral cesse d'être un instrument de souveraineté populaire pour devenir un simple mécanisme de légitimation du pouvoir. La vraie question est donc pas faut-il des élections, mais à quoi doivent-elles servir et pour qui? Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Honorable Lys. Honorable Aridja, pour sa question adressée au président Ghislain. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Monsieur Ghislain, vous proposez la Conférence nationale souveraine pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. De l'autre côté, la CENCO et les CC ont déjà proposé les pactes sociaux pour la paix et bien vivre ensemble, qui est très avancé et assorti d'une feuille de route par rapport à la mise en œuvre d'un dialogue. Pourquoi ne pas appuyer cette initiative que d'inviter les présidents de la République à une initiative naissante? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, Honorable Aridja. Président Ghislain, vous allez rencontrer la question de l'Honorable Aridja et par l'occasion rencontrer votre co-débatteur s'il est chez. Ça sera le cas pour lui et je vous annonce qu'on est en train de chuter. Merci beaucoup, honorable président. Merci, honorable Aridja. Honorable parlementaire étudiant, je vais me focaliser sur la question de l'honorable Aridja et sur le martelage par rapport au message que j'ai lancé à notre nation, à la jeunesse, à la communauté étudiantine. Mon co-débatteur, s'il faut l'admettre, a déjà eu toutes ses réponses et je crois que
la légitimité de ces sangas dans le Luisa. Je connais les territoires parce que j'en ai les origines. La mémoire me rappelle que récemment, d'ailleurs, à Kananga, il avait été déclaré persona non grata. On est leader d'où? Si on est lapidé, là où on prétend être les leaders, et si on n'a pas su obtenir le suffrage, là où on pense être les natifs. Je crois qu'aujourd'hui, la question de la légitimité des acteurs politiques devrait être soulevée. Et surtout pour ceux que j'ai vus récemment à Washington, hein. Ils sont allés, ils ont fait des photos des leaders qui n'ont que des noms, qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de bases. Et aujourd'hui, avec l'implantation en cours du courant politique avance, je me demande, mais où sont tous ces presque 1000 partis politiques qui sont listés au ministère de l'Intérieur et mouvements politiques qu'on ne retrouve pas sur le terrain, notamment les cas d'Envol. Je ne vais pas faire une petite guerre contre Envol aujourd'hui, mais comme cela est abordable avec quelqu'un d'Envol ici, je préfère le dire pour non pas m'en moquer, mais peut-être interpeller, ça pourrait aider que mon ami Rodrigue Ramazani, le secrétaire général, puisse s'impliquer sur le terrain. On ne vous voit pas. Les débats aujourd'hui, ok, vous invite parce qu'il faut prendre la parole, on a un rôle des jeunes juristes, on prend la parole, on critique, on veut rester formaliste, c'est bien, mais la politique demande plus de cela. Je vais paraphraser Guillaume Mangiolo qui dit dans son livre Généalogie de l'intellectuel que pour faire la politique, il ne faut pas seulement se limiter à une science. Il faut en rajouter la philosophie, la philologie, maîtriser l'histoire des nations, maîtriser l'art de la guerre. Et aujourd'hui, on ne se limite pas au droit, à la Constitution. C'est primérien. S'il faudrait évoquer l'avenir du Congo en 2028, la Constitution ou le droit, les juridismes ne fera rien du tout. Et cela a été démontré. Pour ceux qui défendent le droit international, personne n'a pu faire le contraire de ce que Donald Trump a fait des Maduro au Venezuela. Ils peuvent vociférer, parler du droit international, mais qui a fait quoi? Je vous parle du Congo, un pays qui a une grande destinée aujourd'hui grâce à une politique clairvoyante, grâce à une diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Et ce Congo-là, qui a un grand dirigeant aujourd'hui, demande d'avoir des grands citoyens. Ces étudiants que vous êtes, réfléchir, être plus grand. Le peuple chinois a décidé dans sa grandeur, parce que connaissant les enjeux mondiaux et conjoncturels, d'être la première puissance économique. Ils ont annulé cette histoire d'élection. Le président Xi Jinping est élu à vie, président à vie. La Corée du Nord. Je vous ai parlé d'Israël, non pas pour encourager les putsch, mais les putsch est impossible chez nous. On a capturé tous les putschistes. Ils sont en dolo. Tous les conspirationnistes. Tous les alliés des Kabila, des Nanga et des Bissimo. Nanga nous a dit qu'il sera au Vira avant juin de l'année passée, mais je l'entends dire récemment, je crois hier, annoncer la fin de la guerre. Vous avez dit qu'il faudrait faire la différence. Autre espace, autre temps, autre réalité, bien sûr. Le Congo n'est pas le Burkina Faso. Le Congo, à l'époque de Félix Tshisekedi, n'est pas les Zaïre de Mobutu, où il faudrait venir avec une aventure rwandaise, ougandaise, et puis chasser le pouvoir. Non. Le Congo, aujourd'hui, il a montré sa résilience. Et le président Tshisekedi est plébiscité à Washington, pas par n'importe qui, par Donald Trump, qui a snobé tous les dirigeants européens, mais qui a plébiscité le président Tshisekedi comme étant le grand, le courageux, et l'homme donc du dernier déjeuner pour la prière et la paix dans le monde. Et donc, le Congo est au centre, et aujourd'hui, l'épicentre des enjeux mondiaux, que ce soit économique, climatique. La petite agression rwandaise, Donald Trump l'a dit, nous avons mis la fin à la guerre au Congo. Elle est finie. Elle finira. Ce sont des gesticulations belligérantes qui sont en cours. Le processus de pacification demande du temps. Vous ne comprendrez pas, parce que j'ai l'expérience du PAREC. Lorsqu'on a mis les armes, les machettes des armes blanches dans la population, il faut un temps pour les retirer. Et s'il faudrait que Donald Trump décide de calciner Nanga comme on l'avait fait à Savimbi, je crois que vous serez plus malheureux. Nous demandons à ce que le président Tshisekedi continue à plaider pour qu'on puisse faire capituler nos frères rebelles à Doha. J'aimerais dire que le président Tshisekedi n'est pas à Doha avec Nanga. C'est une fausseté, il ne faut pas le dire.
Vous n'avez jamais vu le président Tshisekedi négocier avec ses pantins. C'est une délégation gouvernementale par responsabilité républicaine qui aujourd'hui est en train d'échanger avec des rebelles. Et vous avez vu comment nous avons réduit leurs prétentions. Au départ, ils demandaient une transition de 8 ans, un régime d'exception avec Goma, sous une gouvernance à part entière. Tout a été réglé. Et l'accord de principe du Doha a démontré qu'il n'y avait pas un seul argument ou un seul projet de rebelles qui a tenu. Le gouvernement a démontré qu'il est supérieur à cela. Les accords de paix de Washington, signés par Kagame en pleurs et qui aujourd'hui continuent à larmoyer, démontrent que le Congo est en train de gagner et de l'emporter. La victoire a eu ses étapes et nous allons avoir l'étape de la victoire finale que je sais ne tardera pas à venir. Et donc, quant à la question de l'honorable Aridja, si ma mémoire ne me trahit pas, j'aimerais être clair pour dire que le pacte social pour la paix proposé par la CENCO a été un projet de Paul Kagame et de certaines puissances prédatrices, notamment occidentales, hostiles à l'émergence du Congo. La CENCO, pour le peuple congolais, il faut comprendre aujourd'hui. La CENCO, moi je suis catholique, je suis passé au petit séminaire, je devais être prêtre, j'ai décidé de rester laïque et je suis allé aux universités. J'ai des amis qui sont prêtres, même au Vatican. J'ai un ami qui est prêtre en Italie et l'autre en Espagne. La CENCO n'est pas l'église catholique, il faut faire les distinguo. Et la CENCO, aujourd'hui, est une organisation purement politique qui s'est forcément ou profondément politisée et qui est devenue mercantile. Lorsque vous voyez celui qui dirige la CENCO aujourd'hui, Monseigneur Fulgence Muteba, vous avouez, archive à l'appui, qu'ils ont été à Kigali, au Rwanda, en Ouganda, chez Museveni, ils reconnaissent qu'ils ont perçu l'argent. Oui, nous avons perçu l'argent. Ils ont reçu l'argent du Rwanda. Ils ont eu des orientations. Ce que la CENCO évoque, c'est un pacte social pour la paix en camouflant un projet. Ce projet, c'est d'assaimer un coup d'État à la souveraineté nationale. Où il faudrait que ceux qui se disent être CENCO aujourd'hui puissent nous importer des orientations alors que le Congo a ses réalités. Alors, pourquoi nous, Avance pour un Congo émergent, nous proposons aujourd'hui? C'est d'ailleurs la première fois que je l'annonce parce qu'il y aura une déclaration officielle. J'ai accordé cette primaire au Parlement des étudiants. Pourquoi nous proposons la conférence nationale souveraine pour la paix, l'unité et la cohésion nationale? Parce que nous sommes de ceux qui ont capté le discours du chef de l'État devant le corps diplomatique. Il a dit qu'il y aura dialogue national inclusif. Ces dialogues sera tenu dans le respect de la Constitution. Le pacte national pour la paix, peu importe les ramifications, les racolades, ne ressemble en rien à la Constitution. Et en même temps, ces dialogues devraient se tenir sous l'égide des institutions du pays. Et l'expérience, la jurisprudence congolaise démontre aujourd'hui que nous avons, sous le président Mobutu, eu l'occasion d'ouvrir un grand dialogue national inclusif à travers une conférence nationale souveraine. Alors, le contexte d'aujourd'hui avec la guerre, l'agression, l'occupation, nous a permis d'ajouter à cette conférence nationale souveraine pour la paix, l'unité parce qu'elle est aujourd'hui menacée et la cohésion nationale parce qu'il y a des gens comme D.C. Sanga qui voudraient aussi se reconnaître quelque part pour sentir qu'il y a eu cohésion. Alors, c'est cette conférence-là qui est le meilleur cadre, qui va éviter à notre pays d'hypothéquer sa souveraineté, d'adopter ou d'adouber un plan de pacte social ou de dialogue made in Rwanda, qui a fait le tour des officines qui sont hostiles à l'émergence du Congo, mais plutôt un dialogue entre Congolais. Ceux qui se sentent Congolais, moi je comprends, je suis d'accord pour ceux qui plaident à ce qu'on puisse accepter que le fugitif revienne, que certains renégats. Les conditions de leur retour pour participer peuvent être organisées. Mais pour qu'il y ait ces dialogues, j'encourage les chefs de l'État, je réitère cet appel du courant politique Avance, il faut que ça soit un dialogue sous l'égide de nos institutions légitimes, que ce soit sous un format d'une conférence nationale souveraine pour la paix et l'unité. On aura ces débats, tout le monde donnera ses idées. Même les parlementaires étudiants, je crois qu'ils devraient aussi y prendre part. Et ils ont à dire, il n'y a pas que Sesanga, il n'y a pas que Nanga. Bon, plutôt Nanga, ils sont à Doha. Ce sont des gens que moi, je pense que la loi devrait, au fil du temps,
donc sanctionner. Merci. Même s'il faudrait penser à la paix, il faudrait penser à la prison et à la sanction pour les rebelles. Merci. Merci, Maître Ghislain. Nous allons accorder la parole à Maître Aubin pour répondre à la question lui posée par l'honorable Lys et rencontrer éventuellement Maître Ghislain et nous allons chuter. Mille merci, Monsieur le Président, la parole que vous me redonnez. Monsieur le Président, d'abord à propos de la question de l'honorable Lydia, si j'ai bien réussi. L'honorable Lys. Oui. Monsieur le Président, l'honorable Lys estime qu'à quoi servent les élections si les personnes qui sont issues de ces élections-là ne trouvent pas de solution, mais au contraire, ils s'enrichissent. Justement, il a raison de penser de cette façon. Ce qu'on l'a vu avec M. Tshisekedi, depuis qu'il a été hissé à la cime de la nation, il met de belles vestes, il s'enrichit, il voyage, mais il n'a pas changé la vie du peuple congolais. Mais le problème, ce ne sont pas les élections qui sont à l'origine de ces maux. C'est plutôt la mauvaise gestion, la gabegie financière, la corruption, le népotisme, le tribalisme qui caractérisent les régimes Tshisekedi. Et donc, c'est donc une raison de plus de vous appeler à la lucidité, à la pugnacité, à l'engagement, parce que comme l'a dit l'opposant français Jean-Luc Mélenchon, lorsque vous refusez de vous engager pour le meilleur, vous perdez ensuite les droits de vous plaindre lorsqu'il y a les pires. Et donc, n'acceptez jamais que les choses aillent d'elles-mêmes, comme l'a dit Lumumba. Vous devez vous engager et vous indigner. Et donc, je vous appelle à l'engagement pour qu'aux prochaines élections, que nous ne puissions pas avoir des gens qui ne sont que dans l'aisance, dans la jouissance, comme l'a dit d'ailleurs l'un des amis du président de la République qui s'appelle Kazadi. Monsieur le Président, pour revenir aux préoccupations de mon co-débatteur veut tout simplement d'abord réduire le président Sesanga à l'espace dont il est originaire. Justement, il pense comme d'autres Kassaïens qui traînent Sesanga d'un traître, en disant qu'il n'a pas le droit de combattre son frère qui est Félix Tshisekedi. Mais je voudrais vous dire, mon cher co-débatteur, que le président Sesanga n'aspire pas à gérer une tribu. Il aspire à gérer toute la nation, toutes les tribus, toutes les confessions religieuses. Et donc, ne le comparez pas à vous, qui êtes focalisé simplement dans votre espace tribal. Il n'en est rien de tout cela. C'est comme ça que vous aviez instrumentalisé quelques jeunes qui étaient payés à quelques coups de billets en francs congolais autour du jour pour aller lapider le président Sesanga. C'est une honte pour vous. Vous devrez être honteux plutôt que de s'en inventer ici à la plénière du Parlement des étudiants. Monsieur le Président, mon co-débatteur, il fait alors à ses propos un total amalgame sur les partis politiques. Et personnellement, j'ai comme l'impression, Monsieur le Président, que mon co-débatteur ne vit pas sur cette terre. Peut-être qu'il est en train de planer entre les illusions et la boulimie. Bon, j'atténue. Je voudrais simplement faire face à quelqu'un qui a été chassé du grand séminaire. C'est ça qu'on doit conclure. Monsieur le Président, mon co-débatteur, parce que il a tout à l'heure fait des illusions au président Tshisekedi en disant comment il a été cajolé comme un enfant par le président Trump. Mais encore une fois de plus, on devrait être honteux. C'est du néocolonialisme. Est-ce que les Américains, pensez-vous que le président américain, Donald Trump, a été élu pour trouver des solutions des problèmes des Congolais? Lui-même vous a dit qu'on lui a offert, il l'a dit, qu'on lui a offert des minerais au Congo et c'est ça qu'il va faire. Il l'a déclaré publiquement. Monseigneur Chollet vous a démontré que notre pays a signé un accord pour l'exploitation des minerais pendant 9 ans. Quand on les contredit, on est incapable de dire pendant combien de temps les Américains doivent exploiter nos minerais. Ils sont incapables, y compris mon co-débatteur. Il ne le vous dira pas. Monsieur le Président, donc, nous estimons simplement que ces éloges qu'il fait au président Tshisekedi, je ne comprends vraiment pas si c'est maintenant qu'il retrouve sa lucidité. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il était avec Jean-Marc Kabound. Il traitait le président Tshisekedi de tous les mots. Je ne sais pas si c'est maintenant que Tshisekedi a retrouvé sa compétence. Ça, c'est des questions que nous nous posons. Et ça fait partie de la transhumance politique. Ce n'est pas la jeunesse que nous souhaitons. Qui est aujourd'hui avec Kabound, il insulte Tshisekedi. Quand il revient avec Tshisekedi, il insulte Sesanga.
Quand Sesanga deviendra président de la République, probablement il va l'aduler. Il sera le premier en disant, nous, ressortissants de Luisa, soutenons Sesanga. Ça, c'est la jeunesse que nous ne voulons pas voir dans notre pays. Nous voulons les gens constants, fidèles aux idéaux. Monsieur le Président, je voudrais citer, parce que mon co-débatteur a cité en vous disant, sur cette question de l'agression, que la réponse ne peut être trouvée que lorsqu'il y aura les dialogues que lui-même il en appelle. Mais à propos de cette question des dialogues, nous, les opposants, nous avions été les premiers à estimer que seul un dialogue inclusif, pas dans les formats souhaités par Tshisekedi, donnera solution face à ces problèmes qui semblent être multidimensionnels. Mais aujourd'hui, lorsqu'il vient dans cette plénière et les soutenir, vous comprenez simplement que c'est quelqu'un qui n'a pas de poids politique, alors qu'il en insinue pour les opposants. Il dit que nous organisons des activités, mais je crois que son parti lui-même, c'est un parti qui n'a pas de secrétaire général. C'est un parti qui ne s'y limite probablement que dans sa maison, donc lui, sa femme et ses enfants. Et donc quelqu'un comme ça, il vient, il vous dit que Sesanga n'a pas de poids politique. Donc, Monsieur le Président, comprenez tout simplement que ce sont nos compatriotes, nos camarades jeunes, qui sont là en train d'insulter pour chercher la compassion et l'attention du président de la République pour se faire nommer. Voilà pourquoi nous disons que plutôt que de faire comme la politique comme une profession, et là j'encourage même aux jeunes, vous ne pouvez pas aller en politique lorsque vous n'avez pas d'emploi. Personnellement, je ne fais pas de la politique comme une profession ni comme un métier. Ma profession est avocat. Je ne suis ni demandeur ni preneur de postes politiques. Mais on ne peut pas venir dans une telle plénière en train d'aduler le président de la République avec comme l'objectif de se faire nommer. Parce que je sais que probablement après cette émission, on prendra les liens pour envoyer au proche du chef de l'État en disant que voilà comment je vous défendais. Heureusement, le président de la République saura qu'on a démasqué de ceux qui nous sont là, qu'entrée de les flatter tout simplement, mais en réalité qu'ils ne lui disent pas la vérité, parce que encourager le président de la République à faire un glissement pour cause de guerre, c'est une infraction imprescriptible et pour cela, ils doivent être poursuivis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme on a débuté à Maître Gusselin, il y a un mot pour clôturer. La logique demande qu'on clôture avec vous. Très rapidement, en 2 minutes. Ça veut dire que finalement, la plaignante terminera. Merci, honorable président. Il n'y aura pas, maître, ne vous dérangez pas, il n'y aura pas de répliques, comme il n'y aura pas de continuation de ping-pong. On sait qui est qui. Les Congolais savent qui est Ghislain Mwangi, qui est Sesanga et tout. La vie, on se connaît dans nos avenues, nos quartiers. On ne fait pas la politique comme une religion. Peut-être vous la faites comme une religion. Mais vous avez dit que la politique est une profession. Consultez l'Académie française, même la pensée anglo-saxonne. La politique a été reconnue comme une fonction. Peu importe votre domaine de formation. Vous faites la politique, vous êtes un professionnel politique. Et moi, je suis un professionnel politique. Et par rapport à ce qui advient de notre cursus politique, parce que on l'a évoqué, j'invite les honorables étudiants de consulter mes archives politiques parce que je suis en train de les retirer, mais progressivement, pour le mettre à jour. Mais c'est encore visitable aujourd'hui. Je n'ai jamais manqué d'égard au président Félix Tshisekedi. Consultez. Jamais. Et je n'ai jamais fait d'adulation au président Félix Tshisekedi. Jamais. J'ai eu 2 points de divergence politique objective que j'ai su démontrer à l'époque parce que je défendais un compagnon de lutte, mon leader, mon ancien leader. Et je me suis assumé, je le fais. Je le fais quand certains qui étaient avec nous étaient peut-être moins performants. Je le fais avec plus de performance et j'ai fait vibrer toute une famille politique qui a été fière de moi et qui m'a sacré à la fin de cette lutte comme sa 2e autorité du parti. Je suis parti de ce parti comme étant la 2e autorité du parti, élu
les archives sont là sur mes pages. Et ça n'a pas été un cadeau, mais c'était un sacre. Veuillez chuter, s'il vous plaît. Donc, cela est passé. Aujourd'hui, je suis en train de suivre une ligne que j'ai tracée depuis le 20 juin 2025. Cette ligne était celle de soutenir notre pays, ses institutions et surtout de militer pour que nous puissions triompher. Voilà pourquoi. Mais que serons-nous si on doit mettre fin à la guerre à l'Est et que nous devrions nous-mêmes commencer à brûler les pneus, nous entretuer en 2028? Voilà la raison d'être de ma présence aujourd'hui. C'était pour une intellection, je l'ai dit. On doit réfléchir et non se jeter de colibé. Dans ma réflexion, j'ai évoqué à la fois des fondements juridiques qui démontrent clairement que le constitution congolais ne verrouille pas et ne pénalise pas des moments exceptionnels. Et qu'en même temps, l'expérience politique nous permet aujourd'hui, nous aussi, de nous préparer à ce qui arrive en 2028. Et cela permettra que celui qui a paix des légitimités, les plus légitimes et les plus minimes de tous les acteurs politiques puisse prendre part à une conférence et que nous puissions alors, dès là, décider de ce que notre pays vivra comme moment transitoire, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan politique. Et donc, le discours que j'ai déposé à la table du bureau du Parlement des étudiants, je demande qu'il soit véhiculé. Je demande qu'il soit lu, compris. Et je demande que pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, parce que nous sommes dans un débat télévisé, nous sommes ouverts pour échanger. Et que dans le jour qui viennent, le courant politique avance que je dirige pourra ouvrir ses portes. Maître, vous êtes un invité, on pourra en débattre. Je déposerai une copie au président de lycée Sanga et à Maître Rodrigue Ramazani pour que nous puissions ensemble y réfléchir. Pourquoi pas? C'est contredire, mais ne pas nous laisser aujourd'hui demeurer les acolytes de la Cinco. Je suis catholique, mais je suis pas acolyte de la Cinco. Je suis politique et je ne suis pas suiveur, ni d'un leader, ni de qui que ce soit. Aujourd'hui, je n'ai pas cité Mélenchon, je n'ai pas cité qui que ce soit. Je n'ai fait que penser comme Congolais. Et je voudrais que tous pensions comme des Congolais. Socrate, Platon, Aristote, tous ces gens que vous aurez peut-être à évoquer, consulter aujourd'hui, même tous les doctrinaires, ne vont pas résoudre notre problème. Nous-mêmes, nous la jeunesse, nous les intellectuels congolais, les décideurs, les présidents Tshisekedi, les acteurs politiques, tous, nous devrions nous y mettre et avec beaucoup de lucidité et de responsabilité et non promettre les chaos. Merci. Merci beaucoup, Maître Gusselin. Je pense que c'est par ici qu'on va mettre le terme à cet échange. Merci à Maître Aubin d'avoir accepté cet échange et au président Gusselin autant. Nous espérons que nous garderons yeux braqués sur les textes que vous avez respectivement écrits, que nous allons exploiter, afin d'éclairer davantage l'opinion nationale et internationale. Merci de nous avoir suivis et de continuer à soutenir ces programmes. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants.